De retour comme chaque dimanche pour un nouvel épisode du Hoop Culture, votre rendez-vous hebdomadaire incontournable désormais avec Pierre-Armand Samama et moi-même Théophile Messer des éditions Reverse et du site Basket Session. Comment est-ce que ça va Pierre-Armand? C'est Ça quoi, c'est le va. signe de Joule à l'envers là que tu me fais ou quoi? Tout va bien, je suis ravi de te retrouver, ravi de vous retrouver tous en cette fin de semaine, toujours aussi étouffante vers chez moi. Je ne sais, j'espère qu'elle n'est pas toujours aussi pluvieuse, mais bon, maintenant, grâce à l'intervention divine de la mairie de Paris, vous pouvez officiellement vous baigner dans la Seine. Donc, tout va bien, tout s'arrange en fait. Vous allez pouvoir vous mettre au frais C'est ça, dans, ça sera, dans une eau à 42, tout est parfait. ça sera sans moi, mais effectivement, pour une fois, je pense pour la deuxième fois peut-être depuis le mois de novembre, il y a du soleil à l'extérieur de ma fenêtre, donc c'est cool, je suis plus obligé de te jalouser systématiquement chaque semaine. Il y a un petit peu de beau temps en région parisienne cette semaine. Pierre Armand, ouais, donc on se rapproche tout doucement, on a encore au moins, ouais, allez, une semaine ou deux tranquille de Hoop Culture avant de mettre un terme à cette première saison du Hoop Culture. Cette semaine, voilà, on a choisi de partir encore une fois du côté un petit peu subjectif avec un petit jeu. On va se soumettre, Pierre Armand et moi, au jeu des tops. On va partir sur les top 3. Voilà, des questions ouvertes sur nos top 3. Ça peut être des souvenirs, ça peut être des gens qu'on a aimés, pas aimés. Ça peut être du basket, de la musique, du cinéma. Donc voilà, un épisode spécial over the top avec Pierre Armand pour essayer de voir un petit peu ce qui nous a fait vibrer ou ce qui nous a fait nous vénère en fait depuis 35 ans qu'on suit le basket. Un épisode 100% subjectif et 300% mauvaise foi. Tu l'as dit, et encore une fois, on n'est pas au courant des questions qu'on va se poser. Donc, les réponses risquent de fuser et d'en choquer quelques-uns. Mais encore une fois, c'est notre fort intérieur. Mais n'hésitez pas à nous dire, vous, nous donner vos tops. Et il y a des choses qu'on va certainement oublier ou des choses qu'on ne connaît pas forcément et qu'on a envie, comme toujours, de découvrir. Ouais, allez, c'est quoi? Je me lance, je te pose la Ouais, première vas-y, question. on démarre. Alors voilà. On va partir tout de suite en prononçant le nom de Michael Jordan. Je vais te demander ton top 3 de tes joueurs préférés. Ah bah, 45 en plus, très beau. Chemise de baseball. Ton top 3 de tes joueurs préférés des Bulls hors Michael Jordan. Alors, all time ou pas All forcément? time. Pas de la All time. période. Pas de la période. Non, non. Et si, en sortant simplement Michael Jordan de l'équation En fait, des... c'est-à-dire si là, tu me donnes 300 euros, tu me dis tu achètes 3 maillots des Bulls, lesquels tu achètes? C'est ça en fait. Voilà, exactement. Alors, je m'achèterai DeMar DeRozan parce que c'est mon joueur que j'adore et donc, mais voilà. Je. Ah, putain. En fait, on va le faire par décennie. J'hésiterai entre quand même soit D-Rose, soit. Alors, la période de D-Rose, Joachim Noah, j'hésite entre trois. Ce Ouais. serait D-Rose, c'est trop facile. Ce serait soit Jukes, soit Kirk Heinrich, parce que j'ai adoré. Oh! Ah ouais. Eh mais je suis tellement content de te sortir parce que je me sens tout de suite moins seul parce que ça fait 15 ans qu'on se fout de ma gueule au sein de la rédaction parce que j'arrêtais pas de dire que Kirk Heinrich était un super joueur notamment du côté des Bulls, donc je suis ravi de t'entendre de te l'entendre dire Pierre Armand. Mais c'est super sous-coté parce que tous les gars qui sont arrivés à cette période-là te diront que le patron, c'était lui, hein, le patron de la défense, le leader vocal. Donc je pense que voilà. Alors je vais te le faire en trois parties. Si je devais m'acheter 3 maillots, et tu sais, quand tu te balades dans la rue et tu croises un fan des Bulls et il te fait non, genre on est ensemble, je crois que je me prendrais le maillot d'Horace Grant pour les années 90, le 54, parce que j'avais adoré Horace Grant, son swag et tout, les Google. Je me prendrais ouais, Kirk Heinrich, parce que c'est une belle niche. Et récemment, le DeMar, je l'avais déjà acheté, je me prendrais Kobe White. Carrément, donc. Chapeau, c'est beau pour Kobe Parce White. que j'ai l'impression que Kobe White, en plus, ils vont pas lui filer les clés, mais ils vont lui filer en tout cas les clés de la boîte aux lettres. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, cette année, j'ai hâte de voir comment il va être. Et tout au long de l'année, il m'a régalé. Et rien que pour sa conférence de presse de post-draft, où il a posé la casquette sur l'afro, je sais pas si tu te rappelles. Ouais.
La casquette carrément. qui, du coup, sort du champ de la caméra et qui se rend compte que son pote est drafté. Il est encore plus content pour son pote que lui. J'ai dû oublier qui c'était, mais voilà. Donc, Horace Grant, Heinrich et Kobe White, qui sont pas forcément mes joueurs préférés, mais all-time, mais ceux qui, pour moi, symbolisent bien, en tout cas, l'entité Chicago comme on l'aime. Et je ne mets pas Josh Giddey dedans. Tu mets pas jeudi. Bah, Pas pour on verra l'instant. à la fin de la saison, On peut-être. verra à la fin de la saison. Ouais. Mais cela dit, Alex Caruso, pourquoi pas, mais pour moi, voilà. Bon, pour moi, Caruso, il est purple and gold et Ouais. Maintenant, on va voir ce qu'il fait. Moi, j'ai hâte de voir ce que Caruso va faire à OKC, ah, effectivement. moi Mais aussi. ouais, de toute façon, il pas rester très longtemps non plus à Chicago Non, non, pour le non. maillot. C'est Et toi, ce serait qui? Écoute, moi, il y aurait Scottie Pippen quand même obligatoirement. Bien C'était sûr, pas bien sûr. loin d'être mon joueur préféré bis pendant longtemps. Je me suis posé la question de Kirk Heinrich, mais en fait, je vais rester sur d'autres joueurs. Je prendrais celui de Jimmy Butler, que j'ai adoré partout où il est passé, mais Bien ça a sûr, commencé à Chicago. bien Et sûr. en troisième, je prendrais Elton Brand, que j'ai beaucoup aimé, moi. Ouh, ouais. Ouais. Et que j'ai longtemps regretté que Chicago ait pas plus misé quand même sur lui et l'a envoyé dans ce fameux trade qu'il avait envoyé du côté des Clippers et qui leur ont permis d'associer Eddie Curry à Tyson Chandler. Et on peut dire que ça n'a pas été garantie de succès du côté des Bulls. Donc, ouais, donc voilà, Elton Brand, Pippen et Butler. Voilà. Mais alors, je vais te renvoyer la question d'une autre manière. Quel serait le top 3 des joueurs que tu ne voudrais surtout pas, dont tu ne voudrais surtout pas avoir le maillot? C'est-à-dire le top 3 worst all time. C'est excellente question, apparemment. Je te remercie de me l'avoir posée. Écoute, le premier nom qui a jailli dans mon esprit tout de suite, c'est James Harden. Donc Ah non, voilà, non, non, pas si. celui-là, celui des Ah, Bulls. des Bulls. Ah, des Ouais. Bulls. Je crois que c'était all-time. Non, 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 all time, non, Ok, non, all alors time. attends, de All time, on Chicago. verra après. Allez, je vais dire Stacey King, Ah, le comme premier ça. pour moi aussi. Voilà, qui était quand même catastrophique. Euh, Deep K. Simpkins. Voilà, après, c'est un peu. Il rentrait pas beaucoup sur le terrain, le pauvre, C'est hein. vrai. Donc, On peut pas on peut pas lui en vouloir. on peut pas lui en vouloir, effectivement. Attends, dans les récents. Dwayne Wade, moi. Dwayne Wade. Ah, ouais, mais j'ai beaucoup aimé le joueur, moi. Alors, j'aurais du Oui, mal, tu vois. mais j'aimerais pas avoir le 3, le Je maillot de comprends. Wade de Chicago. Je préfère Et, celui de Chicago, celui de Cleveland, tu vois, de Dwayne Wade. C'est quand même. alors, c'est pas faux, parce qu'au moins, il était content d'y être, c'est vrai. J'aimerais pas avoir le John Starks de Chicago. C'est marrant, c'est ce que j'allais dire, parce que pour le coup, c'est un collector, quoi. C'était. Tu sais que c'était marrant quand on l'avait interviewé avec Julien De Schutner. Je sais plus si j'avais raconté cette anecdote ou pas, mais je lui ai posé la question de savoir comment ça avait été de jouer à Chicago. Il m'a dit que c'était l'enfer, quoi. C'était. Ah ouais, Il avait pas supporté, il disait il avait qu'une hâte, c'était pouvoir se barrer au plus vite. Donc, ouais, attends, il me manque un troisième, du coup, il m'en manque un troisième. Qu'est-ce qui collait pas du tout avec cette équipe de Chicago? J'étais pas loin de dire Zach Lavine, mais c'est dur, hein, quand même. C'est quand même ah non. ouais, c'est trop dur. Même si ça m'a pas fait rêver quand même cette association aux Bulls. Ah, je suis en train de piocher là dans. Tac, 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 tac. Non, c'est marrant, j'ai des noms qui me viennent. Tu vois, Ben Gordon, j'aimais pas trop le joueur, mais il y a des moments quand même légendaires de playoff avec Ben Gordon aux Bulls. Ah, je suis en train de piocher. Non, je suis en train de. Je vois pas. Non, mais t'es Putain, pas. ouais. Si. Non, c'est dur. C'est dur. Non, je vais rester sur ces deux-là, Deep K. Simpkins et Stacey King. Bon, après, voilà, encore une fois, c'est pas des joueurs qu'on. Alors, tu sais, tu parlais de Zach Lavine. Là. Moi, j'ai eu la chance de le voir jouer en vrai, là, avec Chicago, justement, à Brooklyn. J'ai jamais vu un félin pareil sur un terrain. L'élégance. Je suis d'accord, ouais, je partage. Alors, l'élégance dans la course, dans le jump shot, mais c'est de la soie, le swag, je pense que c'est le joueur le plus élégant que j'ai vu. Pourtant, il y avait donc DeRozan sur le terrain, qui n'est pas non plus, tu vois, un bûcheron. Mais, C'est clair. en face, il y avait Kyrie, KD, il y avait quand même du beau monde. Mais Lavine, c'est vraiment du coton, quoi. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi élégant. Et même physiquement, tu vois, si tu devais montrer la perfection athlétique et technique d'un joueur, je ne sais même pas si c'est pas lui. Tu vois, la semaine dernière, tu disais, moi, je donne l'ON théorie de Tribe Called Quest pour quelqu'un qui ne connaît pas le hip-hop. Là, je dirais, regarde jouer Zach Lavine quand il est en forme.
c'est les joueurs d'aujourd'hui, bien sûr, je parle. C'est merveilleux. Vraiment, quelle classe. Non, mais c'est vrai, parce que je l'avais vu au match à Paris contre Détroit, et c'est vrai que même si à la télé, déjà, il est élégant, C'est une en vrai, impression de c'est facilité. impressionnant de Ouais. facilité, ouais, c'est clair, carrément. Alors, moi, je vais te demander un top 3, mais je vais te les offrir, les top 3. Ouais. Et tu vas me dire lequel tu choisis. Tu vas vite comprendre sur les GOAT all-time. Je te file une équipe, un top 3 avec Nadal, LeBron et Messi. Un avec Federer, MJ et Maradona. Même si tu connais rien au foot, tu les connaîtras. Ouais. Et un avec Djoko, Kobe et CR7. Écoute, moi, je vais prendre direct le deuxième que tu m'as proposé avec Federer, Jordan et Maradona. Parce que même si je connaissais rien au foot, Maradona, pour moi, c'était un petit peu comme les icônes dont on entend parler. Voilà. Je dis tout le temps, tu sais, pour la course au GOAT aujourd'hui, en fait, quel que soit le débat, moi, je m'en fous un peu parce que je me dis, nous, dans nos années, on a eu Maradona, Jordan, Ayrton Senna. Enfin, on se pose plus la question, nous, d'ailleurs, de savoir. On sait qui sont nos GOAT à nous, souvent. Mais ouais, c'est ce trio-là que j'aurais choisi. Et toi, Ouais. alors, toi qui connais mieux, je pense, bien mieux encore que moi, lequel tu aurais choisi, toi? Alors, c'est super dur. C'est super dur, mais c'est vrai que le Federer MJ, déjà, ça donne un côté esthète qui est magnifique. Et tu mets un espèce de pou comme Maradona au milieu, tu vois, une punaise de lit qui va gratouiller tout le monde. Bon, le seul risque, c'est que Maradona peut peut-être oublier de se lever un jour ou être encore en teuf à Naples au moment où il y a un match important. Je pense que les deux autres, dans tous les cas, pourront faire le taf. Mais non, je pense que les trois, alors les trois sur le terrain, c'est une chose. Après, si je devais passer une soirée avec un de ces trios, là, Ouais. ce serait un autre débat. Ouais. Et je pense que le Nadal, LeBron, Messi m'intéresserait peut-être plus. Ok. Voilà. Mais c'est marrant parce que tu parlais de Maradona et de Naples, et j'étais parti en vacances à Naples l'an dernier, c'est la première fois que j'allais dans cette ville qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, et j'ai halluciné sur l'omniprésence de Maradona partout. Encore aujourd'hui, c'est complètement dingue, quoi. J'avais l'impression d'être avec ma famille et lui partout. Ouais, c'est ça. À chaque coin de rue, il est là. Et est-ce qu'on est d'accord que Naples, c'est l'endroit où tu manges le mieux dans le monde entier? Bah, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai adoré la ville, Oh, honnêtement. putain, Ouais. c'est incroyable. Alors, si vous connaissez pas Naples, on vous conseille d'y aller. C'est facile d'y aller déjà parce qu'il y a des vols de partout. C'est très peu cher. Vous pouvez vous loger sur pas grand-chose. La mer, les îles en face, aller faire un tour à Capri, aller faire un tour sur la côte Amalfitaine. C'est le top, top, top. Ça vaut le détour, ouais. J'en profite pour passer un petit clin d'œil à Benoît Jamel, un des membres de la rédaction qui justement a prévu d'y aller prochainement, donc je pense il va kiffer la ville. Ouais. Ouais, complètement. Allez, j'ai une autre question pour toi, plus dure pour maintenant, vraiment sur ton domaine. Quel est ton top 3 de tes sneakers préférés hors Nike? Oh, le bâtard. J'étais bien content de moi quand je l'ai préparé dans mon coin. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment une belle question. Parce que je suis bien emmerdé. Et alors, je ne suis pas un grand fan d'Adidas en général, mais quand il y a eu la guerre du tissage, à un moment donné, il y avait le Flyknit chez Nike et il y avait le Prime Knit chez Adidas. Et ils avaient mis la semelle, cette fameuse semelle qui s'appelle l'Ultra Boost. Et il faut être honnête que les toutes premières Ultra Boost, les 1 et 2, avec le Prime Knit, ça reste un must au niveau confort. Assez incroyable. On parle pas de sneakers de basket, hein, on parle tout court. Hein. Tout comme tu veux. C'est vraiment, Ouais. voilà, c'est très large ce qui te vient en tête. Alors après j'ai un vrai truc de crétin. Et tu sais, ça, c'est les vrais trucs de sneakerhead à la con. C'est-à-dire que il y a une règle non écrite, mais qui, tu sais, cette fameuse unwritten rule, mais qui paraît évidente, c'est théoriquement, surtout l'été, tu peux pas mettre un short, et tu peux pas mettre une paire d'Adidas avec une paire de Nike, de chaussettes Nike, tu vois. Par exemple. Ok. Ça n'existe pas. Bien sûr. Et le problème, c'est que n'ayant que des chaussettes Nike ou que des chaussettes Jordan, je suis très limité. Et par exemple, l'autre jour, j'ai vu
New Balance fait des trucs super, il n'y a rien à dire. Et tu sais, tu te cherches toujours une paire confortable pour l'été, pour faire du tourisme, pour te balader, au jour le jour, pour être confortable, etc. Et je me disais, mais merde, mais en fait, il va falloir qu'en plus, je me rachète tout un lot de chaussettes ou des chaussettes toutes blanches. Pour aller avec les baskets. Voilà. Non, mais alors, tu sais, l'autre jour, je t'ai montré le sneaker color book là, pour Oui, colorier les sneakers. Et donc, je voyais plein de modèles dedans. Mais ouais, j'ai envie de te dire quand même Converse, même si maintenant c'est sous le giron Nike, mais parce que ça reste intemporel. Euh, Peut-être une Chuck Taylor. Au niveau du. Et encore, c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué. Et pourtant, je suis pas sectaire. Mais alors, niveau chaussures de running, il y a Mizuno qui fait des trucs super. Et puis voilà, mais c'est vrai que dans ma collection, j'ai très peu. Alors, par contre, j'avais acheté une Adidas Pro Model Blue Note que je peux te sortir, qui est là dans un. Ça Blue fera Note comme le label de comme jazz. label Ah de oui? jazz. Ils avaient sorti une collection sur les grands labels de musique nord-américaine avec la Motown et avec Blue Note. Je te parle de ça, ça devait être 2005-2006. Donc j'avais une Pro Model Blue Note, magnifique, grise, avec le logo de Blue Note, la trompette, le Ah trompettiste. ouais, classe. Ouais, ouais, je pourrais te la sortir pour te la montrer. Donc peut-être le Pro Model d'Adidas, j'aime beaucoup. La Pro Laser de Converse, parce que celle de Dr. J, parce que tu peux la mettre un petit peu avec tout et que c'est assez classe. Mais voilà, et sinon, mon modèle préféré, et même ça peut être dans mon top 5 all time, c'est la Clyde de Puma. Parce que voilà, moi je suis. J'étais sûr que tu allais la sortir, celle-là. Je me disais, Ouais, ouais, la chaussure obligé. en nubuck comme ça pareil, ça passe avec absolument tout, 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 tout. C'est pas si inconfortable que ça par rapport à une Stan Smith ou même à une Jordan 1 où c'est un caillou. Donc voilà. Et puis tu peux le mettre avec ces foutus Fat Laces À l'ancienne. à l'ancienne. Ouais. Voilà. Donc non, non, ça, voilà. Ça, c'est des chouettes modèles. Mais tu vois, c'est pas du récent. Mais après, s'il faut aller chercher dans le récent, il y a plein de trucs hein, chez New Balance. Il y a des choses qui sont qui titillent en tout cas l'œil qu'on a envie d'aller essayer. Et toi? Cool. Toi qui est pas. Alors, c'est pas Alors, ta. moi, ouais, je suis pas du tout un expert, mais moi, j'aurais dit effectivement la Clyde, c'est la première à laquelle j'ai pensé. Et derrière, je pense que j'aurais dit sans doute la Questions Iverson pour le côté. Ouais, Alors, ouais, bon, là, c'est le bien côté sûr, pour jouer, parce que j'ai adoré cette chaussure. Et bien puis, sûr. sans doute la Pro Model, j'en ai eu pas mal hein, à un moment. Mais Les Pro Model. la version qui avait été remasterisée là? Non, celle d'avant, en fait. Celle qui était plus légère et moins mastoc. Il D'accord. y a un moment, il y avait un magasin qui s'appelait Zoom sur Paris qui devait avoir des stocks monstrueux, elle coûtait rien du tout. J'en ai acheté plusieurs fois, ou sinon peut-être une paire. Alors là, c'est plus. Je t'avais posé la question il y a longtemps et j'ai enfin eu la réponse d'ailleurs. C'est spécial. Attention, c'est de la niche de niche, hein. Dans le clip du morceau Ah oui. How Many MCs de Black Moon, on voit Buckshot avec une paire de pompes. Je me demandais trop ce que c'était et c'était bien une paire de Nastase, parce que je l'ai entendu le dire dans un podcast récemment. Et il expliquait que c'était une série limitée alternative. Donc t'as même pas les trois bandes tu les vois pas du tout. Elles sont même pas en piqué ni quoi que ce soit. Donc j'adore cette paire que j'ai jamais vue autre que dans le clip de Black Moon. Ouais, après les premiers modèles signature de Karim Abdul-Jabbar aussi étaient top. Ouais, c'est clair. Oui, c'est clair. Voilà. Clairement. Ça, je les ai eu aussi avec la petite tête de Karim là sur la languette. C'était Masse en cuir, voilà. hyper Ça, classe. Ouais. mais là, on touche au balbutiement en fait de la culture hip-hop, où c'est des chaussures qui étaient utilisées par les danseurs. Et voilà. Mais c'est un petit peu, tu vois, le truc. Dans ta discothèque, il faut toujours avoir ça. Dans ton placard, il faut toujours avoir un paquet de pâtes. Euh, dans ton placard à chaussures, il faut quand même toujours avoir une paire de Clyde ou de ce genre de truc parce que voilà, ça passe avec tout. Tu ne déçois jamais. Écoute, t'en as un autre ou est-ce que tu veux que j'essaie de te coincer à nouveau? Moi, je vais te coincer, je vais essayer de te coincer sur ton top 3 des concerts que tu as pu voir. Ah bah c'est marrant, je l'avais noté aussi ça. Alors, top 3 des concerts. Alors j'ai eu la chance d'en voir beaucoup, hein. Déjà, ça c'est.
Je m'estime hyper heureux là-dessus. Je vais te dire ce qui me passe en tête en premier. Premier concert de The Roots que j'ai vu dans une salle minuscule qui s'appelle Le Plan à Rissorangis. Jamais j'avais vu ça. Enfin, l'énergie en était, je sais pas combien de personnes il y avait dans la salle. Ça devait être leur deuxième tournée en Europe. Je pense ils étaient pas connus du tout. Et ils avaient commencé en jouant Protect Your Neck de Wu-Tang avec Black Thought qui faisait les couplets de tout le monde là. C'était juste dingue. Je me rappelle de mon pote Marc et moi, on était au premier rang là. On n'en croyait pas nos yeux. L'autre grand souvenir de concert, c'est un concert d'IAM à l'Élysée-Montmartre, ça devait être en 92 peut-être, quelque chose comme ça, 91-92, et c'était un concert qui avait duré je sais pas combien de temps. En première partie, il y avait eu plusieurs premières parties, dont notamment Alliance Ethnique, avant qu'ils sortent le moindre disque. On les connaissait juste de rumeurs. Il y avait eu un passage à un moment d'un DJ set où tu avais Dynasty, Crazy B, enfin c'était un truc de malade. Le concert avait duré, je sais pas, 3h30, c'était complètement dingue. Tout ça, c'était un grand souvenir aussi de concert. Alors que pour le coup, je trouve pas que IAM soit leur plus grande force, ça soit sur les concerts. Enfin, ça c'est mon avis personnel, mais je trouve que dans la rivalité éternelle entre NTM et IAM, au bout du compte, j'ai plus aimé, je pense, apprécier l'énergie des NTM sur scène. Mais ce concert d'IAM, vraiment, il m'a marqué. Et le dernier, faut que j'en sorte un troisième, qu'est-ce que ça peut être? Oh là là, c'est fou, je me suis posé la question pour toi, et puis c'est moi qui vais coincer sur le troisième souvenir. Écoute, je vais partir sur un souvenir d'enfance. En fait, j'avais vu Léo Ferré en concert en Tunisie à l'extérieur dans un amphithéâtre, un ancien amphithéâtre antique. Et ouais, ça, c'est un souvenir. J'en ai deux. Celui-ci, effectivement, parce que c'est un grand souvenir, quoi, sous le ciel, à ciel ouvert, c'était un grand souvenir. Et l'autre, c'est James Brown, que je suis allé voir. Ça, je devais être tout gamin, genre 6-7 ans. C'était au Zénith de Paris, mais la salle n'était pas construite encore. C'était quand c'était encore sous un grand chapiteau. Donc je me rappelle plus précisément du concert en lui-même parce que j'étais trop gamin, mais je me rappelle de ce concert, enfin d'être allé à un concert tard dans une grande salle parisienne, etc. Donc je vais partir là-dessus. J'aurais cru que tu me sortes le D'Angelo quand même. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Non, mais j'aurais carrément pu le sortir, t'as raison. Et oui, concert auquel on était sans se connaître d'ailleurs. Ouais, exactement, Ouais. ça, on savait pas. Ouais. Ouais, j'attends toujours le live. Je comprends pas qu'ils aient jamais sorti de live de cette tournée parce qu'en fait c'était tellement différent la manière dont les morceaux étaient joués sur scène par rapport tout a été son disque. réinterprété. Ouais. Ouais, puis on avait vu J. Dilla en première partie avec Some Village. Mais je crois qu'il était pas là de mémoire. Je Ah crois bon? qu'il y avait Slum Village, mais je crois pas que c'était lui. À vérifier, mais je pense que c'était un mec qui s'appelle DJ Dez, un autre faut DJ regarder, ouais. mais je crois que c'était pas Dilla, ouais. Il faut Je regarder scrutais ça, quoi. parce que c'était, on était quoi? On était en juillet 2000, je crois, de Ouais. mémoire. Et donc, ouais, c'est ça. Ouais. Et toi, c'est quoi, Pierre? Du coup, tes plus grands souvenirs de concert? Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a celui qui c'est soit les meilleurs concerts, soit les meilleurs souvenirs de concerts Oui. et ce qui t'a marqué, tu vois. Moi, j'ai un souvenir quand j'avais 2 ans d'être allé voir Michel Fugain dans une petite ville du Val d'Oise, tu vois. Et donc, tu vois, c'est ses premiers concerts, parce que toi, tu parlais même de Léo Ferré, etc., Ouais. mais quand on était petit. Moi, je te dirais d'avoir vu James Blake au Théâtre de la Mer pendant le Worldwide Festival en 2011, je crois. Donc, avec un son incroyable, la mer derrière. Il venait de sortir son tout premier album et il joue, il joue tout seul avec ils étaient 3, je crois. Et bon, voilà. Et il n'y avait pas eu encore Overground, il n'y avait pas eu les virages qui ont suivi derrière. D'ailleurs, il a sorti un disque avec Lil Yachty. Si vous aimez les mix comme ça, ouais, il vient de sortir un disque avec Lil Yachty qui est ultra intéressant parce que c'est pas que lui qui produit. Il y a des couplets où lui il chante, Lil Yachty pose derrière, et Yachty lui s'est mis dans l'idée. Moi, je prends le risque, donc j'y vais, et c'est assez intéressant. C'est pas tout extra, mais c'est assez intéressant. Donc peut-être ce James Blake. Peut-être la première fois que j'avais vu le groupe néo-zélandais Fat Freddy's Drop, où j'ai dit, mais tu sais, il y a des trucs que tu connais pas, tu n'as jamais entendu la musique, et pendant 1h20 tu es captivé et fasciné, et tu n'attends qu'une chose, tu es hanté par le lendemain d'aller acheter ce disque et de réécouter en te disant
est-ce que j'ai bien saisi ce qui m'est arrivé? Est-ce que c'était vraiment ça? Donc ça, c'était top. Et, et pourtant, je suis comme toi, j'en ai vu. Q-Tip en live, c'était vraiment chouette. L'Élysée-Montmartre, c'était cool. J'ai vu les Ah, Roots aussi. c'était Q-Tip ou avec A Tribe Called Quest? Q-Tip. D'accord, ok. Q-Tip. Et justement, c'est Jace Peterson qui était venu à Paris exprès et qui l'avait introduit sur scène. Et puis, je t'avais dit que j'avais vu. Alors on en a parlé l'autre jour avec des Wax. J'avais pu partager la scène. J'ai eu de la chance de mixer en première partie. C'était toute une soirée. Et il y avait Néné Cherry qui jouait en dernier. Ouais. Qui avait d'ailleurs une paire de superstars avec marqué Néné Cherry sur le côté. C'est tellement classe. Elle est ultra sympa. Mais c'était la première fois que je voyais les sœurs d'IBI qui venaient de sortir leur album. Et sur scène, pareil, dans un théâtre antique à Marseille. Elles m'ont mis j'avais les joues toutes rouges à la fin. Et La Chica, en fait. Voilà. Donc, je t'ai parlé Ok. de cet artiste plusieurs fois. La Chica, je l'ai vu jouer dans le cadre d'un truc associatif. Donc, elle était dans un lieu à Marseille où une personne sur deux écoutait à moitié. Et moi, j'étais éteint. C'est-à-dire, vraiment, elle m'a éteint. Donc, je l'ai vu jouer. J'ai dû la voir une dizaine de fois. Et la dernière fois, elle était en piano solo. Et je me suis dit, bon, tu vois, elle n'a pas ses effets. Ça sera moins prenant. Et c'était encore pire. Ok. Donc, La Chica, vraiment, sur scène, c'est quelque chose d'assez unique. C'est vraiment des expériences, tu vois. Hmm. C'est des vraies belles expériences. Mais il y en a tellement, c'est difficile. Mais la vraie question, Théo, celle qui intéresse les gens, quel est ton flop 3 de concerts que tu as pu voir? Balance. Alors, l'un des pires trucs que j'ai pu voir, quand même, je vais le redire, c'était à la mi-temps du match NBA dont je te parlais, là, le Bulls Détroit. Il y a un mec qui s'appelle Zola, dont j'avais jamais entendu parler, qui était. Alors, bon, il n'était pas aidé, le pauvre, il avait des béquilles, évidemment, il avait la jambe dans le plâtre, mais mon fils de 7 ans s'est retourné vers moi et m'a dit: Mais c'est quoi ce truc? Donc, même lui, il était atterré. Donc, c'est peut-être que je suis trop vieux tout simplement pour ça, mais ça, c'est un des pires souvenirs de ce que j'ai pu voir. Assister, une des pires performances, toutes choses confondues, dont j'ai pu être témoin, il y avait ça, clairement. Après, j'ai pas été trop malheureux en concert. Je suis rarement reparti déçu quand même des affiches que j'ai choisies. Tac, 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 je réfléchis, mais tu vois, il n'y en a pas d'autres qui me viennent en tête de fiascos ou de trucs qui ont été nuls, tu vois. Non, non, Tant mieux pour toi. ouais, Hmm. peut-être je suis bon public, je sais pas. Toi, t'en as beaucoup en tête? Prince. Ah oui, ok, Prince, le Batman Tour au Parc des Princes. ok, Foutage de gueule ultime. ouais. Vraiment, hein, avec les gens, une partie du stade qui siffle, tu vois. Ah Enfin, oui, d'accord. oui, oui. Donc on est en 89 où les gens sont autant excités de voir un logo Batman en vrai que de voir Prince. Mhm. Même Purple Rain est gâché, tu vois. Ça a duré 1h10, enfin bon, naze. Et c'est la seule fois que je l'ai vu, donc je peux pas croire que. Enfin, tu vois, on en a vu des concerts de Prince à la télé, on sait ce que ça vaut, hein. Ouais. C'est quand même une performance. Euh, Curieusement, alors je vais te dire, mon meilleur souvenir reste Fat Freddy's au Coco à Londres, la première fois que je les ai vus. Et mon pire souvenir, un de mes pires souvenirs, c'est Fat Freddy's à l'Olympia le 6 novembre 2015, donc une semaine pile avant les attentats. Ouais. Euh, et en fait, tu vas voir, donc Fat Freddy's, si vous connaissez pas, c'est un groupe de dub en fait. Et en fait, l'Olympia ne met pas de basse dans le concert. Bah, Il y a pas, il y mais a pas de- comment ça? C'est-à-dire, il n'y a aucune basse de tout le concert. Et donc, il y a quand même des moments où bah, la basse rentre, et comme c'est du dub, etc., bah, c'est ça, c'est le grand moment, tu vois, c'est le moment où les gens dansent. Et là, tu vois, le DJ derrière, il envoie donc ces trucs, et en fait, elles sortent pas. Et il y a eu une ou deux séquences où d'un coup, tu entends boum, boum, et là, la salle explose, et ça se shut tout de suite. Comme quand tu as un limiteur Hmm. dans les clubs qui te coupe les basses pour plus que ça vibre. Et voilà, c'était pareil. Donc, 1h40 de concert sans basse de dub, donc catastrophique. Vraiment, le truc était gâché. Hmm. Et en 3, je vais te dire,
Je vais te dire Erykah Badu sur le souvenir de l'enfer de l'attente. Est-ce qu'elle avait été en retard sur le concert? Nice Jazz Festival, tu fais 1 heure des Rage Factor juste avant. Donc juste 1 heure de Ouais, Roy Hargrove juste après le projet Rage Factor. Mais dans les jardins du Nice Jazz Festival, tu es serré comme ça, tu es vraiment compressé, appuyé contre un arbre, et puis s'il y a des mouvements de foule, tout ça. Et Erykah Badu qui doit jouer à 22h ou oui, à 21h30 arrive à 22h45, 22h15 et à 23h pile il coupe. Donc en fait, tu d'accord. t'es fait niquer, tu as eu 45 minutes. Alors, ok, de haute voltige, Hmm. de haute voltige. Mais la frustration que l'autre derrière ait fait qu'1 heure, il aurait pu en faire 2 et on aurait été aux anges. Voilà. Et puis, c'est pas pardon, pas rien, Balanois. Donc, j'étais un peu j'étais déçu. J'étais déçu et sur ma fin parce que c'était évidemment que c'était formidable. Ouais. Il n'y a pas, y a pas, y a pas, y a pas photo. Mais voilà, ce genre de truc, c'est vraiment chiant. Mais on en a des mauvaises surprises. Mais récemment, non. À part le fait de me dire, putain, c'était cher quand même. Ça, Cher par payé, contre, quoi. oui. Oui, ça, je confirme. Et juste pour les meilleurs concerts, je suis obligé de le. Je sais même pas comment j'ai pu ne pas y penser tout de suite. Mais meilleurs souvenirs de concert, meilleur concert. La première fois que je suis allé voir Public Enemy en concert au Mais Zénith oui, en bah voilà. 91. Et oui, parce qu'en fait, je sais plus si Tu on en nous avait avais parlé. parlé sur la première partie en plus qu'il y avait eu. Exactement, et c'était, il y avait la chaîne La 5 qui avait envoyé des envoyés spéciaux pour suivre le concert tout du long en disant ça va être en gros, ça va être une guerre anti-blanc, il va y avoir des agressions dans tous les C'est sens. Tout le ça, bien concert sûr. c'était hyper bien passé et j'y suis allé avec ma mère. Donc moi j'étais parce que tous les parents de mes potes avaient eu peur, n'avaient pas voulu laisser leur gamin ou même eux, mes potes, me l'avaient peut-être pas dit, eux, ils avaient peur d'y aller. Et donc moi j'étais là, j'avais je dois avoir, 12 ans, un truc comme ça, 12 ans avec ma mère à scander Fight the Power dans le Zénith, ça c'était monstrueux. Top 3 des concerts que tu as fait avec ta rhum. Ma mère en a vu pas mal. Ma mère, elle a vu 2 fois Public Enemy en concert parce que quand ils sont revenus 2 ans après pour l'album Fear of a Black Planet, elle nous a à nouveau accompagnés. Et là, j'y avais des potes et là, c'était un peu plus chaud. Ça s'était un peu frité dans la fosse et tout. C'était un peu plus Kaira comme ambiance. Qu'est-ce qu'elle a vu d'autre? Attends, ma mère, elle a vu des trucs de dingue. Elle a vu IAM en concert, donc normal, mais avec en première partie de Kid Frost. Je sais pas si tu te rappelles de ce rappeur Très bien. Chicano de Los Angeles. Ouais, ma mère, c'est une championne, hein. Franchement, je te dis, personne peut l'apprendre sur sa culture rap et hip-hop. Et bah, le concert de James Brown, forcément, j'étais avec elle. Et allez, je t'en sors un troisième quand même. Elle a vu un concert troisième concert de rap auquel elle a assisté quand même. Elle a vu Lionel D, qu'il repose en paix, et Dynasty en concert pour la sortie de Ah, leur trop premier bien. album, donc qui était sans doute l'un des tout premiers albums de rap français, hein, après l'album de Dynasty dont tu parlais, l'album de Lionel D, je pense que c'était peut-être c'était dans les tout premiers en 90, donc toujours dans cette salle du plan de Rissorangis. Donc non, ma mère, elle touche en culture basket des années 90 et rap. Faut pas venir la tester sur sur un Trivial Poursuite. Moi, je me rappelle les top 3 concerts avec mes parents. J'étais voir, quand j'étais plus jeune, j'écoutais du métal. J'étais allé voir Europe. Tu te rappelles de Europe? Ouais. Bien sûr, ouais. Avec Ouais. mon père. C'est mon premier concert au Zénith de Paris. Et après, j'amène ma mère voir Monsters of Rock, c'est-à-dire un festival avec genre 4-5 groupes, dont Anthrax, Trust, tu vois, Ah oui, qui d'accord. se reformaient exprès. Trust Ok. qui se reformait. Et je voulais voir Iron Maiden en première partie. Donc ça a duré 7 heures à Bercy. On y n'avait 7 pas heures. Oh 7 là heures. là. 7 heures. Et ma mère se rappelle toujours, elle raconte toujours cette histoire. On sort du métro, tu vois. Et en fait, en montant dans le métro, ma mère voit apparaître une ligne de bouteilles de bière, après une ligne de bottes noires et après une ligne de cheveux longs, tu vois. Je vois. Et il a fallu quand même 1 minute pour se rendre compte que toute cette bande-là était aussi inoffensive que une bande de petits chiots dans un chenil, tu vois. Parce que les gars c'est vraiment l'esprit des concerts tu vois les images du Hellfest et tout, tu peux y aller en toute sécurité. Je sais même pas si je laisserais pas tout seul mon gosse de 2 ans là-dedans. Je le verrais en train de faire du slam sur les gens. Mais ça, alors respect à elle parce que 7 heures c'était dur et ouais, on a tangué pendant 3 jours après. Et je me rappelle qu'elle m'avait amené voir Whitney Houston aussi. C'est quand même bien chouette. C'était la première fois que j'avais cette impression de voir, tu sais, cette fameuse expression de voir une star américaine, Oui, je vois. de voir une superstar Mm. américaine, tu vois, c'est-à-dire, il
y avait un truc en plus, tu vois, un truc qui brille en plus dans la manière d'appréhender la scène, de se comporter et tout. Ouais, c'était quelque chose. Sur une scène tournante en plus, donc il y avait tout Bercy qui était plein. Et la scène tournait, donc tout le monde la voyait, c'était chouette. Ouais. Bah, morale de l'histoire, respect aux darons et aux daronnes qui nous ont Continuez à aller encadrés et qui nous ont à des permis concerts de. Ouais. avec vos ramps parce que c'est des bons moments et ils sont beaucoup moins has-been que vous pensez déjà. Et continuez parce que c'est des moments. Un concert, ça reste un moment à partager et c'est chouette. Et j'ai une autre question sneakers pour toi, Pierre-Armand. Top 3 des Jordan les plus moches. Quels sont les... La 15, Jordan 15, on dirait enfin, j'ai même pas envie de dire ce que c'est parce que c'est des vannes qui ne restent qu'entre nous. Ça pourrait être très mal interprété. Jordan 15, horrible. Reggie Miller a joué avec, je sais même pas comment il a fait, mais horrible. Hors compète, la chaussure de Kobe. Et qui plus est, alors pareil, sur le modèle qui porte juste après le 11 septembre avec les couleurs du drapeau américain. Donc, LeBron l'a porté aussi, je crois qu'il en avait offert une paire. Il n'y a que LeBron qui a joué avec ça, donc cette espèce de grille-pain immonde. Ça, c'est deux. Et je suis pas loin de te dire, cette semaine, la paire de Trump, où maintenant il vend la même, mais avec lui, l'oreille en sang et le poing comme ça. Donc celle-là, elle est assez folle. Mais sinon, ouais, ces deux-là. Et c'était bien gratiné là. Mais non, mais on est sur les Jordan. Donc je reste sur les Jordan, puisque c'était la question. Là, c'était les pires tout court. Donc la Jordan 15. J'avais pas aimé la Jordan 29 là, qui montait très haut, qui faisait un espèce, je sais pas si tu te rappelles, il y avait c'est Russell Westbrook qui l'a porté, soit tu pouvais rabattre Ah oui, si, je vois. soit le monter. Ouais. C'était pas très élégant. Enfin, en tout cas, il fallait être joueur NBA pour la porter parce que sinon c'était horrible. Et ouais, alors après jusqu'à 13, 14, 15, 16, 17, 18. Après, après la 22, c'était les Jordan 1. C'était, ouais. C'est les Jordan 2009, 10, 11, 12. Ouais, c'est compliqué. Ouais, dans celle qu'on aime pas trop. La Jordan 21, peut-être, parce qu'elle était assez mastoc et très rigide. Ok. Design sympa, mais très rigide. Mais alors, par contre, ce qui était marrant, c'est que la Jordan 21, elle était livrée. Là, j'en ai une là qui est là. Elle est livrée avec divers gros pods qui étaient les systèmes d'amorti. Et en fait, tu pouvais changer sous la semelle, tu pouvais changer ton système d'amorti selon si tu étais un big. Ah oui. Ouais, selon le jeu que tu voulais avoir. Ok. Donc, c'était assez marrant. Et je tenais à dire à nos amis de Nike, l'autre jour, je t'ai montré, tu te rappelles la chaussure autolassante, la Nike Adapt. Ouais. Nike a décidé de supprimer l'application iPhone. Bon. Je peux plus lasser mes chaussures. Ah, c'est comme quoi les limites de la technologie, tu vois. Ils ont décidé d'arrêter la ligne Adapt et du coup, il n'y a plus l'appli. Ils la développent plus. Donc, c'est-à-dire que le kiff, c'est-à-dire parce que tu avais des presets Oui. game, practice, machin, bidule. Donc, tu peux avoir des presets où chaque pied était serré n'importe comment et t'appuyais sur game et tes pieds se mettaient. Donc, c'était trop cool. Ça n'a aucun intérêt, mais c'était trop cool à faire. Et là, maintenant, il n'y a plus. Donc, tu peux quand même le faire manuellement. Et du coup, il faut que tu appuies sur les boutons sur le côté. Et le temps que tu fasses ça, tu as 17 fois le temps de lasser une paire de chaussures. Donc, merde, putain, c'est pas cool de nous avoir fait ça. C'est clair. C'est vraiment pas cool de nous avoir fait ça. Le top 3, ouais, voilà. Tout à l'heure, tu disais tes pires joueurs. On parlait des maillots des Bulls. Le top 3 des maillots de joueurs où si on te les offre, tu fais ah, merci. Et le truc, tu étais déjà sur Vinted ou alors tu es en train de dire à quel gamin que j'entraîne, je vais pouvoir filer ça. Tu vois, voilà. Sur top 3 de maillots, tu dis non. Ou alors tu regardes la personne et tu fais c'était sérieux, mec, tu me connais pas à ce point-là. Tu vois. Mais du coup, c'est par rapport aux joueurs ou par rapport à la gueule du maillot en lui-même? C'est quoi En ta général, les top 3 pires maillots où tu peux dire à ta femme il est temps qu'on voit d'autres gens, tu vois, si c'est elle qui te les offre.
Ah, bah On a écoute, fait notre temps. je pense que je vais partir sur ce que j'avais essayé de dire tout à l'heure. Donc, n'importe quel maillot de James Harden, c'est pas pour moi. Ça, c'est Ouais, quand même n'importe un des. lequel, hein, même celui d'OKC. Ah, tu Ouais, vois? non, non, non. À l'époque, j'avais bien aimé quand même. Mais j'ai pas. Sa première saison, même avec les Rockets, c'est assez fascinant ce qu'il fait. Mais non, depuis, je peux pas. Non, James Mhm, Harden, je peux pas. d'accord. C'est pas possible. Des joueurs que j'ai vraiment pas appréciés. Qui est-ce que j'ai pas apprécié comme joueur? Putain, je suis pas assez un hater, moi, en fait. Faut que je cherche là dans. Qui est-ce que- Tac, tac, tac. C'est un. Ou alors je te donne trois maillots de James Harden avec Houston, hein, avec les Nets, hein, avec Philly. Euh, c'est vraiment le premier qui me passe en tête, clairement. Je réfléchis, je réfléchis. Dis-moi Ah bah lequel moi te vient en tête en premier, toi. déjà moi si par exemple c'est toi qui m'offres, t'arrives, tu me dis tiens pour ton anniv, tu me files un maillot de New Orleans Chris Paul déjà. Tu sais, j'ai envie de dire mais enfin Théo, on va arrêter au culture. Euh, tu me files un maillot ouais pareil je pense de James Harden, le 13 des Rockets, époque Adidas donc avec les épaules un peu larges. Et puis je sais pas un Marbury, tu vois. Ouais, Stéphane Marbury. Ouais, ça me Ouais. casse les couilles, ça. Je suis pas. Non, non, c'est pas. Ouais, ou un maillot de Paul Pierce, tu vois. Ouais, vraiment, là, tu me casses les couilles. Ah, pas mal. Écoute, bah moi, on fait réfléchir. J'aurais mis Karl Malone aussi, quand même, parmi les joueurs Ah oui, voilà. qui, Voilà, Karl Malone. Et qui puis m'ont. attends, il y avait. Et moi, je t'offrirais un maillot à manches. Un maillot de Ça, Draymond c'est Green à dur, manches. Ouais, ça. mais Draymond Green, tu l'aimes bien. Mais un maillot, ouais, c'est ça. Non, Un mais les maillot maillots James à Harden manches. à manches. Maillot de Putain, Noël, James Harden à manches. non, mais là, n'importe quel maillot à manches, là, c'est pas possible, hein. On n'est pas des joueurs de handball, hein. No disrespect aux joueurs de handball, c'est juste, c'est pas notre sport, quoi. Franchement, entre les maillots à manches et l'autre type de maillot vraiment que je peux pas, sur lequel je peux pas, et ça me fait mal parce que j'ai adoré Allen Iverson et les Sixers du début des années 2000, mais ceux avec le thé large, là, au niveau des épaules, là. Mais Même ça lui, c'est trop large. Mais oui, c'est une honte, ça. Ça, c'est pas possible, quoi. Et si Théo, je t'amène un maillot de Tony Parker? Oh Oh, je le là, oh porte! là. Non, non, mais en plus, non, non, mais j'exagère parce que Non, mais il y a un euh, débat permanent. Les il gens, y a tu un sais, débat permanent. tu sens Voilà. qu'ils ont envie de dire ah, et puis ils osent jamais parce que après tu réfléchis 2 secondes, tu dis ouais, mais quand même. Mais il y a quand même, tu as toujours ce truc un peu gênant. Ouais, mais honnêtement, non, mais c'est vrai, tu vois, même moi j'ai bugué, mais en fait, c'est plus parce que en fait, c'est vraiment un très grand joueur. C'est plus le personnage finalement Oui, c'est ça. pour lequel Mais je suis James pas fan, Harden, mais ça reste un c'est grand vraiment un joueur, très hein. grand joueur. Ouais, mais bon, franchement, quand je me rappelle de, je revois la tête de Trevor Ariza attendre dans le corner des heures, en se demandant si un jour la balle allait arriver vers lui. Tu vois, c'est trop de. Tu vois, James Harden, très fort, hein. C'est le type de joueur, tu peux pas transposer ça à un niveau amateur en fait. Tu prends le James Harden de ton championnat, hein, même niveau, tu vois, le prime James Harden qui a été MVP. T'es à la mi-temps, il y a les deux intérieurs qui viennent le voir, qui le serrent dans les vestiaires, un coin des douches, qui disent écoute mon pote, maintenant tu lâches la balle, sinon, sinon tu vas ressortir avec un genou en moins, quoi. C'est juste pas possible. Comment on explique j'ai une question à te poser par rapport à cette histoire de maillot. Tu vas pouvoir me donner ta réponse. Pourquoi en FIBA on porte les maillots maintenant de tous les numéros et pourquoi Team USA porte de 4 à 15 toujours? On sait ça? Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Bah, parce qu'en FIBA, ça fait plusieurs années, hein, maintenant ça fait un moment, ça Ouais, fait ouais, bien mais du 10 ans coup, je suis maintenant que tu étonné peux. qu'eux, ils restent de 4 à Ouais. 15 toujours. Ouais, non, J'allais me- je- j'imagine que j'allais c'est me- par tradition, quoi. Ouais, Ils aiment voilà, garder ces numéros-là, simplement, mais ouais. parce que j'allais me poser la question de quel numéro on aurait retiré comme on a fait avec Tony Parker. Ça, c'est un débat. Vous l'avez eu avec Shai, Ouais. où on est pour, on est contre, mais en tout cas, on comprend l'idée. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je me demandais sur Team USA. Et puis, c'est vrai que comme ça reste de 4 à 15, si tu en enlèves un, c'est pas facile, puisque tout le monde a porté pratiquement le même. Donc, c'est délicat. Ah, j'ai trouvé le dernier maillot, pardon, Ah, où je suis prêt à me battre. Si ah. quelqu'un m'offre un maillot de Rudy Fernandez, je suis prêt à brûler sa voiture. Je le mets même tout en haut de ma liste. Lui, c'est pas possible. Lui, c'est pas possible.
C'est clair, putain. Rudy Fernandez, c'est vrai. C'est vrai, mais le maillot, la Roja, ou N'importe n'importe, lequel. même celui de Portland. Même celui de Portland, même celui du Real Madrid. Non. Faut qu'on aille s'expliquer. Faut qu'on Ah laisse putain, les mais femmes et les non, enfants à la maison, qu'on aille s'expliquer dans la rue, parce que ça, c'est pas possible. c'est pas con ça. Mais ouais, il y a des. Ouais, c'est vrai qu'on dit Fernandez, c'est quand même incroyable. Incroyable qu'on n'y ait pas pensé avant. Allez Pierre, j'ai une autre question pour toi. Je vais élargir un petit peu le spectre. Quels sont ton top 3 des films de sport, mais hors film de basket? Série comprise? Oui, ça peut être série. Vas-y, ça peut être série. Alors je vais dire en premier Ted Lasso, parce que j'ai adoré Ted Lasso sur le foot. C'est un entraîneur de foot américain joué par Jason Sudeikis, puisque c'est lui qui fait la, euh, la réalisation de cette série. Il y a 3 saisons. C'est un entraîneur de foot US qui arrive en Angleterre pour coacher une équipe de Première Ligue alors qu'il n'a jamais vu un match de foot de sa vie. Donc c'est très drôle et très bien vu. Et il y a tout le côté foot anglais qui est dedans. Donc même si c'est pas 100%, c'est toujours autour de... Le foot, il est omniprésent. Il y a que ça qui tourne autour. Mais voilà, j'ai trouvé ça, Ted Lasso. Comme série, bah, j'ai envie de te dire Friday Night Lights parce que moi j'avais adoré cette série en je sais combien de saisons sur le foot US dans le Texas, sur l'histoire d'un lycée avec les intrigues de lycée. C'est très pas fleur bleue, mais avec les gamins défavorisés, ceux qui galèrent, le beau gosse alcoolique, tu vois. Friday Night Lights c'était pas mal parce qu'il y avait pas mal d'images de sport. Et en fait, le truc, la question, c'est les, euh, les, les trucs où le sport est bien rendu, en fait. C'est ça l'histoire. Mais le top du top, en tout cas, alors, la série, ils sont tous pas bons, mais Rocky 1 et 2, bon, c'était chez eux. Ouais. Bon, même si les scènes de sport sont totalement aberrantes, Rocky 1 et 2, c'est pour moi le top. Mais même all-time des films que j'ai revu Rocky 1 la dernière fois, il y a une, une fraîcheur dans la chose qui peut paraître aujourd'hui un peu ingénue et naïve, mais il y a une naïveté dans ce film et puis dans la mise en scène, c'est presque du théâtre, tu vois. C'est vraiment du spectacle vivant, Rocky, pour moi. C'est au-dessus. Mais après, oui, en cherchant, il y en a beaucoup. Mais là, voilà, au débeauté, je te dirais Rocky en 1, Ted Lasso sur le foot, Friday Night Lights le foot US. Sinon, sur le basket, tu vas peut-être me dire et je vais dire, bah évidemment. Toi, de ton côté, c'est quoi? Bah écoute, Et moi toi, t'as réfléchi, toi, en plus. j'avais Rocky. Mais en fait, non, mais c'est là que tu vois le peu de préparation, c'est que j'ai réfléchi aux questions, mais pas aux réponses. Donc j'étais en train de me poser la question en même temps que je te la posais. Moi, il y a Moneyball sur le baseball là, que j'ai adoré avec Brad Pitt. Voilà, sur le baseball et l'histoire des Oakland A's. J'avais Rocky aussi dans ma liste. Et après, alors, j'avais soit un film, soit une série. En film, il y a Southpaw sur la boxe là, que j'ai adoré avec Jake. J'arrive jamais à prononcer son nom. Jake. Gyllenhaal. Exactement. Voilà, que j'ai trouvé vraiment excellent. Et sinon, la série Loser. Alors, il y a un Ah épisode oui, sur le oui. basket, mais la Mais là, série de Netflix c'est Loser. du vrai, là. On touche C'est sur vrai, du non, t'as vrai, raison, hein. t'as raison. C'est pas de la fiction. Donc, non, bah, je vais rester sur Southpaw, Parce que effectivement. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a toutes les séries, Last Chance ouais. University, il Non, y non, a t'as plein raison. Là, de... c'est un peu triché. Donc, non, non, je vais rester sur En fiction, ouais, Southpaw. tu veux dire. Ouais, En ouais. fiction. Ouais, oui, c'était ça la question que je voulais te poser. Tu vois, du coup, je réponds à côté de ma propre question. Donc, tu fais bien de, de me remettre Alors, dans l'ordre, mais ouais. mais alors on va faire le contraire, c'est-à-dire top 3 des films sur le sport, documentaires compris à ce moment-là. Un truc mais il me semble qu'on a déjà répondu à la question il y a quelque temps, mais Ouais, sur le basket, on avait. Ouais. Ouais. basket ou autre, c'est-à-dire un truc que tu peux regarder plusieurs fois. Bah alors du coup je mets ma série Losers hein, parce que pour le coup je l'ai regardé plusieurs fois. Incroyable cette série vraiment. J'avais eu Mhm. la chance de pouvoir avoir le réalisateur en interview dans notre MOOC. C'est justement Loser la série avait en partie inspiré le MOOC là. Elle est incroyable. Tous les épisodes pendant des années, je disais aux gens, mais moi si tu me mets devant une série Inside, je peux regarder des trucs sur n'importe quel sport, y compris le curling. Et ben il y a un épisode sur le curling que j'ai trouvé passionnant aussi. Donc ouais, Loser clairement.
Moi, j'adore la série All or Nothing là, qu'il y a sur Amazon Prime. Je me suis mangé toutes les séries sur le foot US, notamment, que j'ai trouvé passionnantes. J'avais adoré la série la saison sur les Eagles et celle sur les. Je crois qu'il y en a une sur les Chiefs. Non, il y en a une sur les Eagles à coup sûr. Et là, je suis même en train de regarder celle sur Man City. C'est pour ça que je peux te dire Man City, tu vois, Pierre Armand, parce qu'en fait, j'ai regardé le début de celle voilà, sur Guardiola. Donc clairement, il y a ces deux séries-là. Et alors, attends, une troisième série de documentaires hors basket. Ou basket aussi, hein, après. Après basket, bah, il y a quand même The Last Dance. Moi, je me suis quand même régalé, même si il y a des tas de choses que je connaissais, je me suis régalé en regardant The Last Dance, quoi, clairement. Mm. Toi, il y en a d'autres, du coup, parce que tu en as Ah, sorti moi, je plusieurs crois. fois sur le foot US, notamment. Ouais, il y a plein. Il y a plein. Mais c'est vrai que les All or Nothing, c'est pas mal foutu parce que ça te permet d'avoir une vision assez globale de la complexité du foot US, hein. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans le foot US, c'est de voir le. En fait, quand tu parles d'une organisation, quand tu vois le basket, tu te dis déjà c'est compliqué, mais le foot US, en fait, c'est chaque organisation, c'est une propre ville au sein d'une ville, tu vois. C'est-à-dire, je sais pas combien de gens ça emploie une franchise, mais il y a, je sais plus combien de joueurs sous contrat à chaque fois, mais 50, je crois que l'effectif, c'est 50 Ouais, c'est personnes. fou, ouais. Donc, c'est je ne sais combien de coachs pour la défense, pour l'attaque, les coordinateurs défensifs, les coordinateurs, les adjoints, pas les adjoints. Enfin, ils sont, mais donc ça, c'est étonnant. Dans les 30 for 30, moi, j'adore ces séries Bien sûr. ESPN. Ouais. Et j'adore celui sur le Fab Five parce que on y parle hip-hop, on y parle. il y a, il y a ce côté gouaille, il y a ce côté culture urbaine, il y a ce côté vraiment prescripteur de ces jeunes. La manière dont ça se termine, cette fin terrible, la manière dont cette équipe s'éteint. Ouais, le Fab Five. C'est vrai que ces documentaires de Sortie for Sortie, je peux les voir en boucle. Celui sur Christian Leitner, par exemple, il est exceptionnel parce qu'il il pose tellement de bonnes questions sur les rivalités qui ne devraient pas exister, les rivalités raciales, les rivalités au sein de. Si tu veux comprendre vraiment comment fonctionne le sport US, c'est vachement bien. I hate Christian Leitner. Ça, c'est vraiment Ouais. des. Bon, après, il y en a plein, oui, en effet, The Last Celui Dance. sur Petrovic, tu vois. Oui, c'est Je le mets qui que ce soit. Ouais. Once Brothers, là. Je mets au défi qui que ce soit de ne pas avoir la larme à l'œil à la fin. Franchement, moi, Oui. c'est un des documentaires qui m'ont le plus bouleversé. Ouais, c'est vrai. Et il y en a un autre que que j'aurais dû citer hors basket, c'est la série de Will Harris, Anatomy of a Fighter, là où il suit des combattants de MMA. Bah oui, Moi, c'est oui. comme ça que j'ai mis le doigt un petit peu dans le truc, mais je trouve vraiment il a un peu révolutionné le genre, en fait, en donnant accès à des choses qu'on n'a jamais l'occasion de voir, notamment toute sa série au Daghestan, là, où il part avec Habib Nurmagomedov. Oui, voilà, le suivre chez lui au Daghestan, c'est assez prenant. Ouais, moi, j'ai adoré toute cette série-là. C'est vrai, j'imagine. Moi, c'est vraiment que c'est pas un univers que je connais, mais je le noterai pour aller voir. Et j'ai une autre question pour toi, parce qu'on parle de films et de séries. C'est quoi le top 3 des films que tu te mets pour retrouver le sourire ou te redonner la patate? Putain. Pour me redonner la patate, incontestablement coup de foudre à Notting Hill. C'est vrai? Non. Je l'avais tellement pas vu venir, ça. Alors, il y en a deux. La meilleure comédie romantique de tous les temps, c'est-à-dire parce que ça se passe en Angleterre et que tout l'humour anglais y est concentré. Donc, moi, j'adore le mélange des gens et souvent, pareil, Julia Roberts, il joue un rôle absolument génial de, de l'actrice américaine superstar qui débarque et qui rencontre une famille anglaise complètement déstructurée avec, je sais pas si tu te rappelles, le personnage du coloc de Hugh Grant. Je sais pas si tu as vu ce film, de toute façon. Je l'ai vu, mais non. Je peux. Hugh Grant, Incroyable. je peux pas, donc Non, mais vraiment, je te suis. Hugh Grant dans son élément, c'est-à-dire Hugh Grant qui joue un libraire londonien qui vit à Notting Hill, donc Hugh Grant chez lui, tu vois. Ouais. Donc vraiment, ça. euh, Tu vois, l'autre jour, je crois que c'est moi qui en parlais, Erin Brockovich. J'avais adoré ce truc. Alors, c'est un hasard que ce soit Julia Roberts. C'est marrant parce que tous les films que je vais te citer, il y a souvent Julia Roberts.
Ocean's 12, j'avais Ah bah trouvé oui. génial avec Catherine Zeta-Jones qui se passe sur le lac de Côme, avec Vincent Cassel. Bon, c'est pas lui qui fait le truc, mais en Mais Julia plus il y a. Roberts, quand même, à nouveau, hein. On sent quand même qu'il y a une Ouais, fibre ouais, non, chez, mais chez Julia toi. Roberts qui ne joue pas, qui est à contre-courant, tu vois. Hmm. C'est-à-dire Julia Roberts elle joue son propre rôle dans Notting Hill. Elle joue son propre, et c'est le génie d'Ocean's 12 où elle n'est pas du tout Julia Roberts, mais on lui demande d'être Julia Roberts parce qu'elle lui ressemble. C'est son sosie. Elle dit, t'es le sosie de Julia Roberts, donc on va cambrioler en faisant croire que t'es Ouais. Julia Roberts, et elle tombe sur Bruce Willis. C'est absurde au possible, et franchement, c'est un peu comme une dream, comme tu te dis comment tu vas gérer un casting pareil, sachant qu'il n'y a qu'1h30 de film et tout le monde marche à merveille. Sinon, j'avoue que le Loup de Wall Street, c'est un film que je peux regarder en boucle aussi parce que il y a tellement de choses à y voir. Donc, ouais, ces trois-là me redonnent la patate. Ouais, Ah, belle série. C'est moi, j'aurais pas du tout vu venir le. ouais, ouais, non, mais J'ai pas c'est vu. les guilty pleasures. Mais alors, Hmm. j'avoue que je suis capable de le regarder à chaque fois qu'il passe et me régaler. Et, Alors, ouais, et mon nom est personne. très bien. Très très bien. Classique Voilà. des classiques. Pour la musique, pour tout. Hmm. C'est bon, ce que tu parlais des comédies romantiques, c'est pas forcément le genre que je préfère, mais Moi non pour le plus. coup, Ouais. je suis prêt à défendre mon morceau là-dessus. Moi, la meilleure comédie romantique que j'ai vue, c'est Always Be My Maybe d'Ali Wong, que je trouve incroyable, Ah hyper oui, mais drôle. alors. Et ça s'ouvre notamment sur 93 Till Infinity de Souls of Mischief. Donc moi, elle m'a conquis dès la première scène. J'adore cette comédie romantique. Voilà. Si vous êtes en mal, si vous cherchez un film à regarder avec votre partenaire un soir Un truc à la feel cool, good. Ouais, c'est feel ça. good, voilà, c'est une Ça fait comédie du bien bien un petit foutue. peu. Ouais. C'est ça. Et tu vois, je te parlais de Ted Lasso tout à l'heure. C'est vraiment une série, même si ça parle de foot, une série feel good incroyable. T'es vraiment triste. Tu vois, quand ça se finit, comme quand tu avais passé 10 ans avec Friends, How I Met Your Mother, tous ces personnages auxquels tu t'étais un peu, pas identifié, mais attaché. Là, tu as 3 saisons de 10 épisodes de 30 minutes. Et quand ça se termine, tu es tout triste. Voilà. Mais j'assume totalement mon coup de foudre à Notting Hill. Et à tel point que je sais même pas le nom, le vrai nom du film. Aucune idée. Ouais. Ouais, tu vois, je sais que par exemple, l'histoire de Seattle là, avec Tom Hanks, c'était Sleepless in Seattle, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Mais voilà, un coup de fois aussi, enfin, vraiment, c'est ça. Et le Loup de Wall Street, et peut-être Casino aussi, mais j'aime beaucoup Casino. Je trouve que c'est un super film. Et toi? Très belle série. Alors moi, il y a les Blues Brothers, qui est un de mes films préférés. Puis maintenant, c'est un des films préférés de mon fils. Donc, je t'avoue que on se l'est revu à plusieurs reprises. Alors, c'est pas. Alors, oui, ce que tu vois, j'allais dire, c'est un de mes films préférés, un de ceux que j'ai le plus vu, mais c'est pas forcément Feel Good. Mais j'en reparlerai une prochaine fois. Mais LA Confidential, c'est peut-être mon film préféré all time. Mais dans Feel Good, ouais, je vais aller taper dans les comédies, effectivement. Qu'est-ce que je peux sortir d'autre? Tiens, je te pose des questions et moi j'ai pas les réponses, c'est complètement fou ça. Euh, Tac, 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 feel good. Ah, je suis en train de. Mais je suis. Ouais, je trouve pas. Non, alors, je vais te donner d'autres de mes films préférés, tout simplement. Mais ouais, et les Confidential, c'est vraiment un des films que je préfère. Kim Basinger, elle est à tomber par terre dedans, hein, en termes d'acting et Théophile de Messer, performance. top 3 crush all time au cinéma. C'est pas. Je t'écoute. Ça y est, t'as changé la question Vas-y, direct, quoi. pense. Ou quand tu vois le film, tu fais ah, mais c'est pas possible. Ça, c'est. Rosario Dawson et Rosario Dawson, ça va, ça comme, C'est vrai? comme top Ah 3, ouais, ouais. putain. Pas Kim Basinger, tu vois, j'aurais cru que tu allais me dire Kim Basinger. Non, non, bah, Kim Basinger, je la trouve magnifique dans ce film parce qu'en fait, Mais voilà, ça peut être. c'est Attention, un hein, sosie de. Mais c'est. ça peut être dans un film. Dans un Ouais. film, moi, je te parle. Bah, je trouve que c'est dans le film dans lequel elle est la plus belle parce que c'est la mode des années 50. Voilà, ça lui va parfaitement. Mais sinon, top 3 crush, ouais, je pense que je prends Rosario Dawson 3 fois. Je te trouve 3 films différents, mais. Quelque chose. Moi, je crois que ma mâchoire était tombée quand j'avais vu le, à l'époque le masque de Zorro avec Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones était arrivée.
C'est vrai que j'en avais oublié la bouse que c'était, mais j'avais rarement été aussi impressionné par la beauté Impressionné. d'un personnage. Ouais, peut-être, ouais. Kim Basinger aussi dans 9 semaines et demie, ça nous avait empli nos nuits pendant un bon moment. Et Qui a disparu totalement, Kim Basinger de la circulation. Je saurais même pas dire le visage qu'elle peut avoir aujourd'hui. Elle s'est retirée vraiment de la vie ouais, politique, comme on ce que dit. j'allais te dire, mais en fait, les films auxquels j'avais fait référence, c'était il y a longtemps déjà, hein. Ce que j'allais te dire Ah qu'elle bah, avait ouais, joué ouais, dans 8 Mile aussi, mais ça aussi, ça remonte à. ah ouais, mais elle est moins Mais elle joue moins bien glorieuse dedans. dans 8 Mile. Ah bah, Oui, elle non, joue elle est moins glorieuse, ouais. mais elle joue parfaitement Ouais. le rôle de la mère alcoolique dans une caravane tel que tu peux en trouver, j'imagine, des centaines aux États-Unis, malheureusement. Top 3, Théo, de tes bandes originales de films. Bon, il y en a une, j'imagine, tu m'as sorti les Blues Brothers. Ouais, Blues Brothers direct, c'est clair, c'est vraiment, c'était on en avait parlé, mais une de mes entrées vers toute la musique nord-américaine, c'était la bande-son de ce film. Je vais te dire la BO de Ghost Dog, Hmm. voilà, signé par Reza, ça a été une vraie claque. Je crois que je l'ai sorti comme relique dans un épisode passé. Et sinon, qu'est-ce que je vais pouvoir... Alors là, j'hésite sur les films de Blaxploitation, parce qu'il y en a pas mal, entre Coffee de Roy Ayers, où c'est à tomber par terre, The Boss de James Brown, mais je crois que je vais prendre Superfly de Curtis Mayfield, même si c'est pas forcément mon album préféré de Curtis Mayfield, c'est quand même... voilà, non, pardon, j'ai sorti Trouble Man de Marvin Gaye, Ah ouais. album, ouais, bande-son incroyable, ouais. J'ai jamais vu le film, mais par contre, la bande-son Trouble Man, pour moi, ça a tombé par terre. Notamment, si vous aimez bien Le Monde de Demain des NTM, vous verrez qu'en fait, il est produit par Marvin Gaye, parce qu'en fait, ils ont juste rappé dessus. Voilà. Ouais, Et toi, d'ailleurs, ouais. en fait, je fais comme toi, c'est-à-dire je te pose des questions dont je connais même pas mes propres réponses. Il y aurait sûrement la bande originale du film R, tu vois, la bande Ah oui, originale, oui, bien sûr. la bande originale de ça, ouais, qui est une merveille. Et, en fait, la force d'une vraie BO, c'est de pouvoir l'entendre hors film et de l'écouter comme ça. Je pense qu'il y a des BO de Rocky qui sont quand même. Mais bon, c'est à la limite un ou deux morceaux, tu l'écoutes pas en entier. C'est vrai que R, c'est un double album que tu écoutes. Bon, après, c'est une comédie musicale, donc tu écoutes en entier. J'en sais rien. Je sais pas. J'en profite pour que tu cherches, parce que sur R, je me suis rendu compte, en fait, il y a deux versions. Tu as la version, la bande originale du film, mais En tu as aussi France. la bande originale de Comédie la musicale française. et de la comédie musicale américaine. Ouais, Et ouais. c'est pas les mêmes arrangements. Non, c'est Et pas moi, du tout j'ai la même beaucoup version. aimé, notamment celle de la comédie musicale américaine. J'ai trouvé vraiment, vraiment top. Ouais, là, moi, je te parle de la comédie musicale, le film de Milos Forman, Ouais, ok. que je vous conseille de voir, Ah ouais, bah, qui est une c'est merveille. un classique, ouais, carrément. Alors, j'ai envie de dire pour le souvenir, celle de Top Gun, le Ok, premier. ouais. Quand même, tu avais des morceaux qui sont restés dans l'imaginaire collectif parce que c'était pas forcément. Ouais, il y avait un paquet de morceaux qui sont restés, même si ça n'a pas ultra bien vieilli. Ouais, après, je sais pas, faut chercher. C'est vrai qu'il y a certains westerns aussi. Je te parlais de Mon nom et personne tout à l'heure. Tu as les thèmes, de grands thèmes dans ce film qui sont intemporels, quoi. Ouais. Les deux principaux notamment. Voilà. Mais faudrait qu'on se fasse un peu. On va y réfléchir. Dites-nous si ça vous dirait qu'on vous fasse ça dans. Alors, vous savez que dans Loop Culture, on est en partenariat avec l'émission Hangtime sur Radio Grenouille, donc vous pouvez aller découvrir chaque semaine un peu les playlists. Mais on pourrait vous faire un peu une playlist Spotify qui tourne avec des morceaux dont on parle. Ça, on pourrait essayer d'alimenter ça, de la créer. Carrément, ouais. On pourrait mettre ça, c'est pas compliqué à faire. Dites-nous vous aussi quels sont vos BO. Là, comme on se prend à brûle pour point à chaque fois, on est un peu. Voilà. Je ne vais pas te dire Space Jam parce qu'il y a R. Kelly dedans et que je peux plus. Mais il y a quand même. Ouais, il y a quand même des trucs. Ouais, parce que nous, on est parti vraiment sur les vrais, enfin les vrais, les bandes originales de films, où c'est vraiment le score en fait du film. Après, il y a aussi, tu sais, ces espèces de compilations, enfin, de morceaux qui accompagnent les films. Je pense parce que Oui, pour le coup, il y en a plein avec des morceaux de rap qui sont cool, genre celle de Soul in the Hole qui est assez bien incroyable. sûr.
voilà, mais c'est un peu un autre style. Donc moi, comme toi, je suis parti vraiment sur les scores quoi, Si vous aimez de bande les originale. histoires de radio et les histoires d'Angleterre aussi, il y a le film qui s'appelle The Book That Wrote, qu'ils ont appelé Good Morning England, sur la fameuse histoire de ce bateau qui diffusait Radio Caroline, qui s'était mis au large de l'Angleterre, puisque les radios pirates étaient ces premières radios pirates, et qui vivent sur un bateau et ils diffusent. Et on voit tous les animateurs radio toute la journée Se relayer. se relayer. Et là, la bande-son, elle est complètement. La bande-son. Mais bon, c'est une compilation. En effet, tu as raison, c'est la compilation, parce que sinon, moi, je te prends direct. Tu sais quoi? Alors, on va parler de comédie romantique intemporelle, mais qui, moi, a été une porte d'ouverture vers la musique noire américaine, c'est Dirty Dancing. La bande-son de Dirty Dancing, elle est, elle est incroyable, parce que tu vas chercher des vieux groupes de Détroit, tu vas chercher bon, je te parle pas du thème de Dirty Dancing, le Time of My Life, mais la bande son en soi, ils avaient fait une autre bande originale qui s'appelait More Dirty Dancing, où là ils allaient chercher Ouais. encore plus les classiques de la Motown, etc., de Stax et tout. Dingue, dingue. J'avais une autre question pour toi, Pierre Armand. Je sais pas si il te restait des tops. Je pense qu'on pourra refaire de toute façon un deuxième épisode, parce que il y a plein de thématiques cool. Je me demandais quels étaient ton top 3 de tes joueurs préférés ou qui t'ont le plus fait kiffer, mais qui n'ont pas joué en NBA. Alors là, je vais te dire, j'ai pas une connaissance assez empirique du basket international pour me rappeler qui aurait pas joué en NBA. En te disant, j'aurais bien aimé les voir jouer en NBA, mais je vais pas te dire parce que j'ai pas, du coup, je vois pas assez de matchs de basket international pour dire, lui, je l'aurais bien vu en NBA, tu vois, parce que finalement, tous ceux-là, malheureusement, ils y sont allés, ils ont eu peut-être des expériences difficiles. Alors, la question serait peut-être quels sont les joueurs que j'aurais aimé voir réussir en NBA qui n'ont pas réussi. Ah, c'était cool ça. Ouais, très bien. On Très va bien, dire ouais. peut-être Antoine Rigaudot, Nando De Colo et Milos Teodosic. Voilà. Quel artiste. Voilà. Ouais, voilà, Ouais. je pense, mais qui n'avait rien à foutre sur un terrain NBA dans tous les cas. C'était comme tu l'as dit, il y a un moment, tu peux pas faire du boom bap au milieu de mecs qui écoutent qui écoutent Take Take ou Zamda que t'es allé voir là, le gars. Voilà, tu peux pas mettre DJ Premier au milieu de tout ça. C'est tout. Très belle réponse, très belle réponse. Ouais, ouais. Mais toi, j'imagine que tu vas être beaucoup plus pointu à ce niveau-là. Quels sont toi tes trois joueurs? Alors tu vas pouvoir répondre à la vraie question à laquelle j'ai pas répondu moi. Non, bah, c'est trois joueurs vraiment qui m'ont fait vibrer. Pour moi, il y a Dejan Bodiroga, joueur incroyable avec la Serbie, qui a tout gagné en Europe. Voilà. Alors je sais qu'il y en a un, je le vois arriver. Il a fait la une du premier River. Ça, je pense que tu vas me le donner. Exactement, Mustapha Sonko, très bien Ouais. vu. Et voilà, c'est aussi un des joueurs qui ont été hyper importants pour moi. Et le troisième, alors c'est un joueur qui a surtout brillé dans le championnat de France du côté de Roanne, qui s'appelle Dewarik Spencer. Il n'a pas laissé forcément une grande marque dans l'histoire. Je ne sais même pas si vous, parmi les auditeurs, il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent ce joueur, mais un scoreur, tout à l'heure on parlait de l'aisance, tu sais, de Zach Lavine. Moi, c'est un des plus beaux joueurs que j'ai pu voir évoluer dans le championnat de France. J'ai adoré ce joueur, parcours incroyable avec Rohan à l'époque, donc ouais, j'ai adoré ce joueur. Donc voilà les trois pour moi, même s'il était loin du niveau NBA, même probablement loin du top niveau Euroleague, mais j'ai adoré ce joueur. Et c'est vrai que Mousse Sonko, j'aurais dû y penser, mais ça m'aurait embêté de te le piquer. Exactement. Tu veux qu'on reparte sur nos rubriques, Pierre-Armand? Allez, Et c'est puis parti. on se refera un autre top du top, top of the top là, parce que j'en avais encore d'autres sous le coude, mais ça sera plus sympa de se refaire un épisode plus tard, je pense. Allez. Allez, je vais partir sur mon coup de cœur de la semaine. Je te l'ai partagé dans la semaine. Je vais raconter un petit peu l'histoire. Tu sais, parfois quand tu scrolles bêtement désœuvré sur Instagram, t'as pas toujours le son qui est allumé. Donc, je vois passer une fois dans une story un truc, pas une story même, un post Instagram avec en gros une nana qui est en train de chanter dans la rue. Je crois que c'est en Australie. Elle chante dans la rue, puis tout à coup il y a son chanteur préféré qui arrive en fait, qui marche dans la rue et qui vient et elle le fait chanter. Mais donc Et elle anecdote. chantait, je crois, une de ses chansons en plus. Et elle chante une de ses chansons, Et exactement. Tu lui, fais il bien de entend de repréciser. loin. Ouais. Voilà, il entend, il vient, mais moi j'avais pas le son en fait, donc je vois cette histoire, je dis c'est marrant comme anecdote, bon, je cherche pas plus loin. 2 jours plus tard, je retombe sur la même story, enfin le même truc, sous un autre angle, je me dis c'est le truc que j'ai vu l'autre fois, bon c'est cool, hop.
Troisième fois, et troisième fois, c'est là que ça T'es le en fait. train de te C'est dire, je crois qu'ils ont compris le problème comment ça s'appelle, de l'algorithme. exactement. Donc, on me le repose une troisième fois avec un angle différent, mais cette fois-ci, il y a déjà le son en fait sur mon téléphone, parce que je devais être en train de me marrer en regardant les trois infos essentielles de la semaine ou un truc comme ça. Bref, j'ai continué à scroller. Donc là, il y a le son. Le mec se met à chanter et je me prends une gifle monstrueuse sur la qualité de voix du gars. Donc le gars en question dont j'avais jamais entendu parler qui s'appelle Teddy Swims. La chanson s'appelle Lose Control et j'ai pris une gifle monumentale. Je vous mets le lien bien entendu, mais en gros, faut vous imaginer un Action Bronson, mais avec une voix de soulman du sud des États-Unis. Je crois qu'il est de la Géorgie ou un truc comme ça. Ouais, j'ai pris une La gifle vraie gueule énorme de mec qui est dans les mythiques de Trump, on est bien d'accord. avec les tatouages partout, la Avec barbe les et tout. Ouais. lunettes, tu Ouais. sais, un peu à miroir et la casquette MAGA et l'aigle ici, tu vois. Et Voilà. maintenant, et maintenant tu as vu que quand ils vont dans les meetings, ils portent des pansements sur l'oreille. Non, mais Non, j'avais c'est le pas vu. dernier accessoire à la mode. Tu vois, en NBA, soit tu mets une sleeve sur un arm Ouais. sleeve et eux, ils portent un ear sleeve. Ear sleeve sur l'oreille. Bon, très dur. Très, très Mais, dur. En tout... oui, oui, non, Ouais. excuse-moi, je t'ai coupé. On en revient donc à cet artiste ouais, ouais, qui a une voix incroyable. Ouais, voix incroyable, donc je connaissais pas du tout. J'ai écouté l'album, il y a d'autres morceaux qui sont vraiment chouettes sur l'album, mais c'est vrai que c'est ce morceau-là, Lose Control, sur lequel moi j'ai complètement craqué, donc c'était ma grosse découverte et mon gros coup de cœur de la semaine. Bravo. Moi, mon coup de cœur de la semaine, il est SAP, les copains et on en profite pour saluer Alexis Aginsa. Vous savez peut-être pas que c'est lui qui est derrière la marque Dear Basketball, dont on parle souvent sur Basket Session. Et là, pour l'été, vous savez, Dear Basketball, leur particularité, c'est de sortir des collections, des t-shirts avec certains joueurs, mais de coller aussi énormément à l'actualité. C'est-à-dire, Luka va mettre 72 points en saison régulière. Le lendemain, vous avez déjà le t-shirt avec écrit 72 et le visage de Luka. Souvent, il y a un bandeau qui barre les yeux, c'est un dessin derrière. Et là, ils ont sorti toute une série olympique avec donc les joueurs dont ils avaient fait des t-shirts avec soit le drapeau américain derrière, soit le drapeau français. Voilà, avec les couleurs de Team USA, les couleurs de l'équipe de France. Ils ont fait des shorts aussi magnifiques. Voilà, je voulais les saluer parce que, comme on dit souvent, on est là pour la passion et c'est l'équipe de Dear Basketball qui fait un taf à chaque fois sur l'actualité. Je sais ils nous regardent souvent, on les salue, ils nous lisent souvent. Et voilà, donc c'est plutôt chouette. Nous qui cherchons toujours des trucs un petit peu particuliers, des trucs de niche, etc. Ben voilà, vous achetez des t-shirts. Il y a celui avec Victor avec marqué cheat code. Ben, c'est toujours bien vu et la qualité est bonne et les shorts sont super. Donc allez voir la collection de Dear Basketball, c'est plutôt cool. On vous fait on vous a publié un article cette semaine sur Basket Session, donc allez checker ça dans l'onglet Hoop Culture toujours. Ouais, et Alexis Aginsa qui retourne en NBA puisqu'il sera assistant coach du côté des Washington Wizards l'an prochain. Donc, Exactement. ouais, Bon, on va voir ça, et puis je pense qu'on le verra de toute façon, puisque dès qu'il se lèvera sur un temps mort, on ne pourra pas le rater. c'est clair. Et Dieu sait si normalement il y aura des temps morts. Donc voilà, C'est on lui souhaite bonne chance et plein de bonnes choses en tout cas, et ça fait du bien de le revoir sur un banc NBA en tout cas. Ouais, trois Français aux Wizards l'an prochain entre Bilal, Alexandre Sarr et Alexis Aginsa. Et ça va être C'est marrant, génial, quoi. tu sais quoi, de voir un peu après tous ces joueurs français de haut niveau quand ils seront retraités, s'ils se tournent vers le coaching et si on aura un jour, qui sait, un premier head coach français en NBA, ça, ce serait bien sympa et ce serait bien de parier dès aujourd'hui sur qui Sur qui pourrait ce faire ça, sera? quoi. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu nous as préparé comme relique de la semaine? Alors, relique de la semaine, c'est pas vraiment une relique, mais en ce moment, l'été, c'est le moment des festivals, et ça peut être des festivals de musique, mais ça peut être des festivals d'art aussi. Et il y a un festival que je vous conseille d'aller voir si vous êtes dans le sud. Où il faut y aller sur une journée, voire deux, c'est d'aller voir le festival de photographie d'Arles, qui est un des plus grands festivals du monde à ce niveau-là. Et ils avaient sorti ce magnifique livre de cette exposition, The New Black Vanguard, que tu connais peut-être, Théo. Qui est un livre superbe sur la manière dont c'est la photographie noire, enfin en tout cas de la culture noire peut être
comment elle a influencé, que ce soit la musique, que ce soit la mode, que ce soit l'art en général. Et puis, c'était sorti dans une période contestataire, hein, c'était suite au mouvement Black Lives Matter, c'était l'année suivant le Covid. Donc voilà, c'est un livre d'Antoine. Alors, tu sais, Antoine, quand c'est écrit à l'américaine comme ça, Ah Antoine, oui, ok. J'ai jamais vu comme avec ça, le W et le U. Ouais. ouais, ouais. Voilà, donc c'est énormément d'artistes. Donc c'était une exposition photo qui était très, 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 très impressionnante. Il y a des artistes de musique aussi, mais c'est un très beau livre, évidemment, où le propos est beau, où on voyage beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, magnifique livre. Alors je sais pas il est peut-être disponible encore. Vous pouvez peut-être le commander. C'était aux éditions Aperture. Alors c'est un livre qui est en anglais, bien sûr, mais superbe bouquin. Vous voyez, ne serait-ce que la couverture et la direction artistique du livre est superbe. The New Black Vanguard. Donc si vous avez la possibilité de mettre la main dessus, voilà. Je dis relique parce que c'est une exposition qui était passée et c'était pas mal. Et tu vois, je retrouve dedans qui sort du livre. Je suis allé voir une autre expo tu vois, on est allé dans une galerie où il y avait ça. Regarde-moi cette belle Ah, photo avec ce t-shirt Batmofo. ça tue cette photo, elle est magnifique. Elle est belle, hein. Et c'était Ouais. Julien Besson qui était, lui, parti aux États-Unis, pareil, à New York, à la rencontre de jeunes. Il avait suivi toute une bande qu'il avait un petit peu à la manière de Kevin Coolio qui avait visité les Playgrounds avec Bobito Garcia. Voilà, cette bande-là avait été un peu sa clé pour aller visiter, rencontrer d'autres gens. Il était revenu avec une belle série de photos comme on aime. Mais écoute, super bouquin de photos que je connaissais pas du tout. Mm. Moi, du coup, pour ma relique, alors Spice. J'explique un petit peu mon choix. Donc, on est en 2024. 94, c'était ce qu'on appelle en plein dans les années du second âge d'or du rap, justement, en tout cas pour toute la partie boom bap. Moi, et cet album, à l'époque, il m'a énormément marqué. Le premier album de Jeru the Damaja, qui s'appelle The Sun Rises in the East, intégralement produit par DJ Premier. Voilà, disque incroyable, rappeur incroyable, qui a sorti 2 albums fantastiques, après qui a été un petit peu plus décevant, mais en tout cas, cet album, c'est vraiment pour moi un classique. Et il y a quelques années a été réédité ou a été édité pour la première fois en fait les 2 morceaux démo en fait qui lui avaient permis d'être signés. Et je te montre le format parce que c'était sorti sous forme de 45 tours avec un disque, alors picture disc, mais surtout avec la forme de son logo, Jeru de Damaja avec sa tête et voilà, ses locks et sa coupe de l'époque. Voilà, j'adore le format du disque. Les morceaux sont assez cool. God of Rhyming, The Damaja et Dirty Rotten Demo, c'est les 3 morceaux qu'on peut trouver sur ce single. Ouais, qui était sorti, je crois que c'était sorti pour Discard Day ou un truc comme ça. Et alors, je sais pas du tout pourquoi, mais avec. Donc, cool aussi, petite planche de stickers, ok. J'adore le logo, donc ça c'est cool. Mais là, par contre, plus incompréhensible, un préservatif. Jeru the Damaja. Voilà, donc ça, je sais pas ni pourquoi ni comment, mais voilà, il y avait le truc, c'est qu'il faudrait savoir, est-ce est-ce qu'une fois déroulé, il y a le visage là super vénère, comme ça, au bout de l'affaire, tu vois. Aucune idée, je t'avoue que je l'ai gardé scellé. J'aurais pas eu non plus, là j'en ai pas l'occasion de m'en servir, mais j'aurais pas eu forcément confiance dans ce type de produit. Mieux vaut rester sur le disque qui est plutôt cool. Voilà. 45 tours, vraiment sympa. Cela dit, si tu fais, tu sais, une caricature de Ben Wallace sur le MOOC défense derrière de son visage, ça pourrait être ce Jeru de Damaja. Et voilà, tu vois, qu'on voit derrière toi. Et par contre, on est d'accord que la pochette, la direction artistique de la pochette, je pense que si ton fils aujourd'hui arrive comme ça, avec la pochette dans un cours d'art plastique, il est même pas sûr d'avoir la moyenne. De la pochette, du dessin, du 45 tours ou de l'album De l'album, avec, de l'album. avec les outils d'aujourd'hui. Putain. Oh, c'est ça, c'est autre époque. Autre époque, ouais, c'est ça. Sacré disque. De toute façon, tu fais plus une pochette comme ça avec comment dire, des buildings de New York en feu. Ça, de toute façon, ça passe plus du tout. Hein. Non, ça passe plus du tout. Mais vraiment très, 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 très belle. En tout cas, super disque. Rien à dire. Allez, écoutez ça. Absolument. Bon, mais voilà, je te propose qu'on referme ce Hoop Culture là-dessus. Pierre Armand, merci d'avoir été avec nous une fois encore pour en ce dimanche. On vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Hoop Culture. Et d'ici là, voilà, tous les liens, vous savez, vous les trouvez en description. Il y a toujours, bien sûr, l'émission Hangtime le mardi que vous pouvez retrouver aussi en streaming par la suite. Les liens sont en description. Voilà, vous savez où nous trouver. On vous dit à très vite. Ciao à tous. Ciao.